Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui est donc la deuxième partie de ce cours supplémentaire pour finir les rappels du premier semestre. On a donc fini de rappeler le cadre général de la physique quantique et la manière dont on peut traiter les systèmes qui ont des états de position particuliers avec les états du système qui sont caractérisés par une fonction d'onde, psi de x, qui est la composante sur un quête généralisé x de l'état psi. On a vu donc que les états de position, quel que soit le système, sont toujours à une dimension, forment un espace vectoriel qui est isomorphe à L2 de R, l'espace des fonctions de carré sommables sur R à valeur dans C. Voilà. Et donc la fonction correspondante à chaque état, qui décrit l'amplitude de densité de probabilité d'être trouvée quelque part si on mesure la position, ce fameux psi de x, on appelle ça la fonction d'onde, et cette fonction d'onde est un élément... la fonction d'onde caractérise entièrement l'état du système et inversement. L'état de position. Après, un système peut avoir des états de position et des états de spin et des états de je ne sais pas quoi. D'accord, donc, la totalité de la physique quantique ne s'exprime pas en termes purement mécaniques. C'est pour ça que, personnellement, je distingue la physique quantique et la mécanique quantique, qui est mécanique quantique, c'est un cas particulier, l'étude du mouvement des systèmes avec vitesse, force, etc. Il n'y a pas que ça dans le cas de la physique quantique est bien plus général. Mais donc ici on est A1D et on a une caractérisation complète de l'état du système, de l'état de position du système, et on s'intéresse du coup qu'à ça dans cette partie, par sa fonction d'onde ou sa transformée de Fourier, bien sûr, qui est la composante de psi sur le quête généralisé P. Donc on peut représenter psi, qui est l'état du système, qui est ce qu'il est. On peut le représenter, on peut le représenter en représentation x, comme on dit, ou en représentation position, via sa fonction d'onde, ou en représentation P, c'est-à-dire représentation impulsion, via la transformée de Fourier de sa fonction d'onde. Mais évidemment, la fonction et sa transformée de Fourier sont équivalentes au sens où on passe de l'une à l'autre de façon parfaitement claire par la transformée de Fourier ou la transformée de Fourier inverse. Donc ce sont juste des caractérisations différentes, plus ou moins pratiques suivant ce qu'on veut faire, d'une seule et même chose qui est l'état de position du système. D'accord. Indépendamment donc par exemple de son état de spin ou des choses comme ça. Ok. Système élémentaire au sens où il y a une fonction d'onde. C'est-à-dire, si vous avez, comme on dit, deux particules ou deux systèmes, le mot particule est dangereux, j'aime pas l'utiliser, mais si vous avez deux systèmes, chacun peut être dans un certain état de position, et puis le système global peut se trouver dans un état intriqué de position. On verra tout ça dans la suite du cours, dans la partie qui constituait le programme de ce second semestre qui, du coup, est un petit peu décalé dans le temps à cause de la nécessité de faire ces rappels. Mais donc là, je m'intéresse à un système élémentaire au sens où il est caractérisé par un état de position associé à une fonction d'onde dans L2 de R. OK. Alors, comme annoncé à la fin de la vidéo précédente, je vais dans cette vidéo, enfin, traiter des cas particuliers de particules soumises à un potentiel. Donc on a, encore une fois, je dis particules, mais j'entends par là système élémentaire ayant un espace des états de position. Et ça ne présage en rien de ce dont il s'agit. Le mot particule est dangereux parce qu'on se représente fatalement un corpuscule qui serait localisé quelque part, ce qui n'a aucun sens en physique, j'allais dire en physique quantique, mais donc en physique, telle qu'on la comprend aujourd'hui. Donc, on a de manière générale le Hamiltonien donc, qui pilote l'évolution du système, qui permet de comprendre l'évolution du système. Donc, P2 sur 2m plus ici une fonction
une fonction potentielle de la position, qui dépend de la position a priori. Et ça, c'est donc l'opérateur impulsion à une dimension. On va rester à une dimension. Ok, alors voilà, on va s'intéresser à différents cas possibles pour V. Alors, on va commencer par le cas le plus simple, où V égale 0. Bah oui, après tout, c'est un potentiel possible. Donc c'est ce qu'on appelle la particule libre, bien sûr. Alors, je ne sais pas, peut-être que je devrais reprendre, comme c'est quand même censé être un cours un peu construit, même si on a été obligé de tout reprendre. Ça a sans doute été un peu trop lent, mais on va dire exemple. Exemple, je ne réécris pas ce que j'ai dit, exemple de système élémentaire, etc., etc. Et donc, premièrement, ça va être la particule libre. Telle que V égale 0, en fait. Enfin, la fonction V, le potentiel classique est nul, et donc l'opérateur V, c'est l'opérateur nul. L'opérateur qui a tout vecteur donne le vecteur nul. C'est pas, voilà. Et donc, on a à ce moment-là, bien sûr, H2 qui vaut P2 sur 2m tout court. Hein, et on va s'intéresser donc aux états propres de ce Hamiltonien, puisque vous vous souvenez que, en vertu de l'équation de Schrödinger, qui est une simple conséquence, je vous le rappelle, du fait que l'évolution soit unitaire, l'évolution de n'importe quel système dans n'importe quelle circonstance, on a cette équation de Schrödinger, et si on connaît les états propres du Hamiltonien, H psi égale E psi, alors on note E parce que comme vous savez, le Hamiltonien est associé à la grandeur physique énergie. Alors, donc, je vais mettre psi indice E. Donc ça, c'est, par définition, c'est une fonction, donc un état du système qui est état propre du Hamiltonien pour la valeur propre E. Je note psi E pour qu'on se souvienne que c'est un vecteur propre pour cette valeur propre particulière. Donc, si on a ça, alors, cette chose-là, ça, c'est égal à E psi. Enfin, du coup, on a IH bar d psi E sur dt qui vaut E psi E. Et par conséquent, on connaît l'évolution du système, enfin, de l'état du système au cours du temps. C'est simplement E puissance moins I E t sur H bar psi E de 0. Enfin, la valeur quand t vaut 0. Hein. Quand t vaut 0, ça fait 1, et donc on a bien ça. D'accord, donc ça, c'est juste le rappel que si on connaît, enfin pour un état propre du Hamiltonien, on sait écrire l'évolution du système, elle est triviale, et on voit qu'en fait, cet état-là correspond aux mêmes grandeurs physiques, aux mêmes propriétés physiques, à toutes les propriétés physiques de cet état-là. Si on fait des interactions avec un instrument de mesure, qu'on mesure quoi que ce soit, enfin, quoi qu'il se passe, cet état-là va se comporter exactement comme celui-là. Donc on peut dire c'est le même état, et c'est dans ce sens qu'on parle d'état stationnaire, c'est-à-dire qu'au cours du temps, l'état reste semblable à lui-même. Certes, il a cette phase qui varie, hein, mais cette phase n'a de sens physique, enfin n'a d'incidence physique que si on fait une combinaison d'un état comme ça avec un autre, alors leur phase relative a une importance. Mais la phase globale du système n'a aucune incidence, hein, sur le comportement du système. Donc on a une liberté complète. On dit parfois qu'un état est défini à une phase près, à une constante... alors une phase près et éventuellement aussi à une normalisation près, parce qu'on n'est pas obligé de normaliser les états, ça ne change rien. C'est plus pratique, parce que pour écrire du coup les probabilités de trouver des résultats quand on fait des mesures, il n'y a pas à diviser par la norme au carré de l'état du système. Donc on
le fait. Mais donc, on a le choix de la normalisation. En général, on prend 1, et on a le choix de la phase, et là, on prend ce qu'on veut, ce qui est pratique. Là, on a pris une, si vous voulez, enfin bon, bref. Pourquoi je disais ça? Oui, donc, c'est pas tellement, on dit souvent que c'est le même état, que l'état, c'est ça que au début de ma phrase, je m'en suis souvenu, on dit que l'état est défini à une phase près. C'est pas tout à fait ça, parce que, encore une fois, si vous avez psi 1 plus psi 2, si vous faites E puissance iθ fois donc ça c'est un certain état, si vous faites E puissance iθ fois cet état-là, ça a exactement le même comportement. Donc de ce point de vue-là, c'est le même état. Mais si vous faites E θ1 psi 1 plus E puissance iθ1 psi 1 plus E puissance iθ2 psi 2, alors ça, c'est pas du tout le même état que celui-là. Donc, si ça, c'était pareil que ça, et ça, pareil que ça, alors ça plus ça serait pareil que ça plus ça. Ce n'est pas le cas. Donc, il faut faire attention. Hein, une phase globale ne change pas le comportement du système. En ce sens, on peut dire que c'est le même état, parce que ça décrit la même réalité physique. Mais néanmoins, ça, c'est pas pareil que ça, au sens où, voilà, si vous le combinez à autre chose, ça ne va pas donner pareil. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas la même chose quand même. Donc ce qui compte, ce n'est pas est-ce que c'est le même état, est-ce que ce n'est pas le même état, c'est est-ce qu'il se comporte physiquement de la même façon. Eh bien, cet état-là se comporte de la même façon que celui-là. Mais si vous le combinez à un autre, ça dépend comment... Enfin, à ce moment-là, combiner celui-là à un autre ou combiner celui-là à un autre, c'est pas pareil. Mais donc, tant qu'on a un état stationnaire, lui, son évolution le laisse semblable à lui-même au sens où il se comportera de la même façon, et en ce sens, on dit que c'est un état stationnaire. Donc ça, c'est la définition des états stationnaires. Qui sont donc les états propres du Hamiltonien. C'est synonyme, hein, évidemment. Et le point clé, c'est que si on connaît tous les états propres du Hamiltonien, qui est un opérateur auto-adjoint, donc l'ensemble de ces... Enfin, il existe une base de vecteurs propres du Hamiltonien. Donc si on connaît ces vecteurs propres, résultat mathématique, hein, on peut faire une base de l'espace de Hilbert avec les états propres du Hamiltonien. Si on connaît ces états propres, alors on peut décomposer n'importe quel état du système psi quelconque sur la base des états propres. Je vais mettre somme des alpha i, psi indice ei. Alors ça peut être dégénéré, et c'est dégénéré, on lève la dégénérescence avec une autre grandeur. Je ne rentre pas dans cette complication qui n'en est pas vraiment une. C'est juste techniquement pour l'écrire. Ce serait plus pédant, enfin plus compliqué à écrire, mais le principe est le même. Donc vous pouvez toujours décomposer n'importe quel état du système sur les états propres, sur une base d'états propres du Hamiltonien, et du coup, l'évolution de n'importe quel état du système, ici psi, vous allez avoir psi de t, hein, puisque l'évolution est linéaire, donc si vous avez une combinaison linéaire à l'instant t égale 0, vous allez obtenir l'évolution exactement, enfin la combinaison linéaire va rester la même tout au long de l'évolution. Donc on va avoir ça. Si c'est vrai à un certain instant, c'est vrai à tous les instants. Or ça, vous savez comment ça évolue, comme ça. Avec, pour EI, ici, vous avez la phase qui évolue, la phase qui tourne à sa propre fréquence. Hein, si vous écrivez EI égale h bar oméga i, vous avez ici oméga it. Donc chacun, vous savez comment il évolue, donc vous savez comment évolue n'importe quel état. Donc c'est ça l'intérêt des états propres. Alors, donc, résoudre un problème d'évolution en physique quantique, c'est résoudre le problème de recherche des états propres du système. Alors cherchons les états propres du système dans le cas simple d'une particule libre où V égale 0. Alors, je vais tout effacer. Voilà.
Donc, on reprend, on a IH bar d psi sur dt égale, alors, égale donc H psi, mais H psi, si H c'est P2 sur 2M, je vais le mettre comme ça, P2 sur 2M psi, et donc ça c'est l'équation qui porte sur l'évolution du ket. Maintenant je peux regarder ça en représentation X ou en représentation P ou en représentation ce que je veux, c'est-à-dire je peux regarder les composantes du ket, l'évolution des composantes du ket sur n'importe quel vecteur d'une base donnée. Alors si je choisis la base généralisée des X, eh bien, je vais donc regarder la composante de ça sur X, c'est-à-dire, je prends le produit scalaire, enfin, j'agis avec le bras X sur cet objet, et puis je vais avoir donc pareil ici. Et donc ça, on l'a revu dans la première vidéo. Bon, le IH bar sort, ça me donne IH bar d sur dt de x appliqué à psi, c'est-à-dire psi de x. Enfin, ça dépend aussi du temps. Hein. Là, donc, ça dépend de x et de t. Je suis à 1d, hein, toujours. Donc, voilà ce qu'on a. Pardon. dt pour le membre de gauche. Et pour le membre de droite, on a revu l'action de p en représentation x. Hein. C'est moins IH bar d sur dx. Et donc, si je le mets au carré, ça va faire moins IH bar au carré, donc ça fait moins H bar carré, le sur 2m ici, d sur dx appliqué deux fois, donc d2 sur dx2, de psi de x et de t. Très bien. Donc, voici l'équation de Schrödinger. Alors ça, c'est l'équation de Schrödinger pour n'importe quel état caractérisé par sa fonction d'onde psi de x et de t. Enfin, psi de x à l'instant t. Maintenant, si je m'intéresse non pas à l'évolution de n'importe quel état, mais à l'évolution des états propres du hamiltonien, ceux pour lesquels H psi égale psi, alors je vais écrire, en fait c'est ça, je vais chercher les états propres du hamiltonien, comme je l'ai dit avant, une fois qu'on a les états propres, on sait tout faire. Donc je vais chercher ces états propres. Quels sont-ils? Donc j'écris, pareil, je me mets en représentation x, donc je fais le bras de x appliqué à ça égale le bras de x appliqué à ça. Alors évidemment, le e, c'est juste une constante, donc ça me donne ça. Et donc j'obtiens moins h bar carré sur 2m, c'est le même principe qu'ici. Alors ça, je vais l'appeler psi e, ça c'est la fonction propre, enfin l'état propre associé à la valeur propre e, pour le hamiltonien, donc l'énergie e. d2 psi e de x et de t sur dt, et là, c'est donc égal, ça doit être égal à e psi e de x et de t. Ok? Et donc il faut résoudre cette équation. Par chance, c'est trivial, d'accord? Puisque la dépendance en x, elle est quelconque. Parce que là, il y a juste une dérivée par rapport à t. Donc, je peux écrire psi e de x et de t comme étant, je vais l'appeler phi de x f de t. D'accord? Une fonction quelconque de t. Enfin, justement, pas quelconque. Si je reporte ça là-dedans, je vois que j'ai donc moins h bar carré, je le mets là-dedans, donc moins h bar carré sur 2m phi de x f' de t, dérivée de t, égale e phi de x f de t. Hein? Voilà pourquoi on peut séparer les variables. Hein. Je l'ai fait en supposant que vous le voyez et que ça vous sautait aux yeux aussi. Hein. Ça saute aux yeux parce que justement, cette dérivée, ici on a quelque chose de linéaire dans les deux cas, cette dérivée ne touche pas à phi, donc là, quel que soit phi, ça marche. Hein, je peux simplifier. Donc je peux mettre n'importe quoi là, arctangente, de racine, de sinus, de ce que vous voulez, n'importe quelle fonction de x, si moins h bar carré sur 2m f' de t est égal à e f de t, alors cette fonction sera solution pour la grandeur e. Hein. Donc on peut mettre n'importe quoi pour phi.
Par contre, pour f de t, la partie temporelle, bah, c'est justement celle qui est dictée par l'équation de Schrödinger, par le fait que c'est un état propre du Hamiltonien. Et donc, on voit qu'on a f' sur f qui vaut, etc. Donc, en fait, ça fait f de t égale f de 0. Ça vaut ce que ça vaut à t égale 0. E puissance, donc, moins... Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, non, mais c'est n'importe quoi. Pardon. Vous êtes sans doute en train de hurler devant votre vidéo depuis tout à l'heure. Non, je ne sais pas pourquoi. H, c'est... Oui, c'est ça aussi. On verra aussi que c'est ça, mais là, ce que je veux voir, je cherche les états propres. H, c'est IH bar D sur DT. Excusez-moi. En plus, j'avais mis IH bar... Enfin, c'était n'importe quoi. Excusez-moi, bon, la fatigue. D'accord, on est bien d'accord que c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a appris d'écrire ça. C'était vrai aussi à partir de là, mais ça n'a strictement aucun sens. Donc IH bar, voilà, hein, c'est pareil. Si je fais la dérivée de ça, pardon, j'étais ailleurs. Enfin, j'étais dans l'étape d'après. C'est complètement stupide. Ok, donc on a ça. Heureusement, quand même, on voit à la fin que ça n'avait plus aucun sens. Enfin, ça n'en avait pas depuis le début, mais je ne m'en rendais pas compte. T sur H bar, voilà. Voilà, excusez-moi. Donc c'est la simple intégration ici de f' sur f égale E sur IH bar. Bon, ben, ça fait ça. Et donc vous voyez qu'on peut mettre n'importe quelle phi, bah ça marche. Hein? Donc finalement, la fonction propre la plus générale, enfin à ce stade, je n'ai pas encore implémenté ça justement, je n'ai pas encore dit que H c'était P2 sur 2m. D'abord, je voulais juste traiter la partie temporelle justement. Je fais ça parce que la partie temporelle, justement, vous voyez qu'elle sera la même quel que soit H. Ça, c'est voilà, l'état propre. Hein. Donc, il se passe ce qui se passe. Donc, en représentation, c'est ce que j'avais dit avant, mais là, je me mets explicitement en représentation X. Donc, la fonction propre de l'état propre associé à l'énergie E s'écrit comme un certain phi de X, qui à ce stade peut être n'importe quoi, fois E puissance moins IET sur H bar. On me dirait, il y a un F de 0, ben, j'ai qu'à le mettre là-dedans, et puis voilà, donc j'ai ça. Donc ça, de toute façon, ça c'est, quel que soit le Hamiltonien, les fonctions propres s'écriront comme ça. Les fonctions d'onde associées à l'énergie. Et, comme vous savez, je peux définir oméga comme étant E sur H bar, et à ce moment-là, j'ai phi de x, E puissance moins I oméga t. Excusez-moi encore pour la confusion qui a dû régner pendant quelques minutes dans votre esprit. Enfin, surtout dans le mien. Alors, donc voilà. Donc ça, c'est vrai, quel que soit H. Maintenant, on se met pour le H particulier qui est celui-là, et donc, ce truc-là, c'est aussi ça. Alors ça va contraindre phi maintenant. Donc voyons-le. Donc je reporte ça là-dedans et je trouve donc, alors cette partie-là c'est toujours E psi E, donc E phi de x, E puissance moins I oméga t, d'accord? Ça. Et maintenant ça doit être égal à moins h bar carré, nous y voilà, sur 2m, d2 de ce truc-là sur dx2. Mais la dérivée par rapport à x ne touche pas à ça. D'accord? Donc, fois e puissance moins I oméga t, d2 phi. En fait, c'est même un d droit, puisque phi, lui, ne dépend que de x. Justement, la partie temporelle, elle est universelle et elle est sortie pour un état propre. Donc là, j'ai phi seconde, en fait. Phi seconde de x au sens dérivée seconde par rapport à x. Phi seconde de x, ben voilà, phi seconde de x, h bar 1, voilà. OK? Et là, j'avais viré les x parce qu'en fait, on voit que cette partie-là, h psi égale e psi, ça ne concerne que la partie temporelle, peu importe phi de x. Là, c'est l'inverse.
finalement, cette partie-là ne concerne que la partie spatiale, puisque la partie temporelle, enfin, ça ne vaut pas 0, en fait, ça vaut ce que ça vaut, mais ça vaut pareil des deux côtés. Donc en fait, ça ne change rien, justement parce que la partie temporelle est déjà traitée. Donc finalement, l'équation de Schrödinger, alors on dit souvent équation de Schrödinger indépendante du temps. Ce n'est pas non plus formidable comme appellation, mais c'est comme ça qu'on dit. Ok. Donc s'écrit moins h bar carré sur 2m phi seconde égale E phi. Voilà. Ou, si on préfère, et on préfère, je vais mettre en noir, phi seconde, donc de x, hein, ça dépend que de x. C'est pour ça qu'on dit indépendante du temps, c'est-à-dire que la partie temporelle, on la connaît, ça ou ça, et on l'a déjà traité. Donc il ne reste plus que la dépendance spatiale. Donc phi seconde plus, donc je mets de l'autre côté, je multiplie par 2m, donc plus 2me sur h bar carré phi de x égale 0. Donc voilà l'équation de Schrödinger indépendante du temps pour une particule libre. Bon. OK? Ben, il n'y a plus qu'à la résoudre, et la résolution est triviale. Ouais, bon, j'efface tout. Tout ça, c'était... Voilà. Donc ça, c'est la particule libre. Mais attention, hein, ça reste... c'est pas... Ça, c'est... Je pourrais remettre un petit E ici. Hein, ça, c'est pour une fonction propre d'énergie E. C'est-à-dire de valeur propre E pour le Hamiltonien. Et évidemment, ça dépend de E. Bien. Alors, bah, comment ça se résout ça? Bah, c'est simple. Hein. Soit, donc si 2me sur h bar carré est positif, alors je vais appeler K sa racine carrée. Sur h bar carré. Enfin, je pourrais diviser par h bar, enfin bref, bon, j'appelle K, et vous connaissez les solutions de cette équation. Hein. Donc on a phi seconde de x plus k2 phi de x égale 0, et donc les solutions, c'est évidemment phi de x, alors je pourrais mettre le petit phi e de x, c'est donc un certain coefficient e puissance i kx plus un certain coefficient e puissance moins i kx, hein, les deux racines de l'équation caractéristique ici, x2 plus k de x égale 0 sont plus ou moins k. Bon, voilà, et donc j'ai ça. Okay, bon, vous connaissez tout ça, je ne reviens pas là-dessus. Et évidemment, ça c'est quelconque, mais c'est complexe. Enfin, c'est n'importe quel nombre complexe, et ça aussi. Alors, n'importe quel nombre complexe, ça vous donne une fonction qui est bien fonction propre, etc. Maintenant, si vous voulez que la fonction d'onde ici soit normée, vous pouvez toujours le faire. Bon, bah, vous vous débrouillez pour que ce module-là au carré, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez imposer que ça soit égal à 1. Enfin, pardon, que l'intégrale de ça, de moins l'infini à plus l'infini, soit égal à 1. Vous pouvez. Hein, du coup, et puis par ailleurs, vous pouvez aussi imposer une phase. Vous pouvez décider que, enfin une phase globale, vous pouvez décider que en x égale 0, par exemple, phi e est, voilà, par exemple, phi e de 0 est réel. Why not? Hein, du coup, e puissance 0, ça fait 1, donc ça fait a plus b réel. Bon. Donc vous avez le choix, ça c'est des nombres quelconques, mais ça ne fait pas autant, enfin, ça désigne le même, le même état physique, enfin un état de même comportement physique,
si A et B sont multipliés ensemble, conjointement, par un même nombre complexe. Donc là, si vous voulez, il y a deux nombres complexes au choix, mais en vrai, il n'y en a qu'un, puisque vous pouvez multiplier par un nombre complexe quelconque. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, vous débrouiller pour que A ici soit égal à 1, si vous voulez. D'accord. Donc en termes de degré de liberté, il n'y a qu'un nombre complexe ou deux nombres réels. Je dis ça parce que ça va être important tout à l'heure quand on va regarder un peu le bilan des équations et des contraintes. Bon, là, on a une particule libre, donc il n'y a pas de potentiel, enfin, un potentiel nul. Donc, il n'y a rien d'autre à en dire. Donc, voilà ce qu'on a. Maintenant, bien sûr, il n'est pas exclu que E soit plus petit que 0, après tout. Alors, est-ce que c'est possible, ça? Ben, voyons. En tout cas, si ça, c'est plus petit que 0, alors je peux définir... Je peux écrire Q comme étant... ça n'empêche pas qu'il y ait une solution. Alors, regardons. Quelle est la solution? Alors, cette fois, l'équation caractéristique ici, en fait, là, j'ai pas K2. Je vais avoir moins Q2 avec le Q que j'écris là. Donc, simplement, racine de moins 2ME sur H bar carré. D'accord? Et à ce moment-là... j'ai phi E de x qui vaut, eh bien, c'est pareil, donc sauf que c'est plus des exponentielles complexes, puisque, en fait, si vous voulez, la pulsation est complexe, en fait. Hein. Là, si je remplace, si ici j'ai K2 qui est négatif, ça veut dire que mon K, il est complexe, et donc ça va être réel. Donc finalement, je vais avoir une équation du type A E puissance moins QX plus B, E puissance plus QX. Avec Q réel, hein, ça, du coup, ça c'est réel, hein, c'est ça l'idée. Je prends l'opposé pour que Q soit réel. Ah. Voilà, donc si l'énergie est positive, parce que la masse et H bar carré sont évidemment positifs, et 2 aussi est positif, donc si E est positif, on a des solutions comme ça, type cosinus, sinus, enfin... on dit aussi solution oscillante, enfin bon bref, avec des exponentielles complexes. Si E est négatif, on a des exponentielles réelles. Donc exponentielle croissante ici, exponentielle décroissante là. Ah oui, mais alors justement, voilà le problème, c'est que ça tend vers l'infini quand x tend vers moins l'infini. D'accord? C'est une exponentielle décroissante, sinon vers moins l'infini, ça diverge méchamment. Et ça tend vers l'infini quand x tend vers plus l'infini. Ça diverge, c'est une exponentielle, ça diverge méchamment. Oui, ça c'est un R+, même, hein, c'est évidemment des constantes positives. Je prends la racine, bon, peu importe. Ça diverge méchamment vers les x croissants. Par conséquent, ce que vous voyez, c'est qu'il est absolument impossible qu'une fonction de ce type-là soit normée, puisque ça diverge. Alors c'est là où c'est un tout petit peu subtil, c'est que ça non plus, en fait, on ne peut pas le normer. On ne peut pas le normer parce que le module, il vaut ce qu'il vaut. Alors, il oscille, chaque partie est de module 1, si vous voulez. Et donc, si vous intégrez la norme de ça, de moins l'infini à plus l'infini, ça va diverger. Mais là, ça diverge encore plus, c'est que la fonction elle-même diverge. Là, au moins, sa norme reste non divergente. Alors là, on se retrouve avec la situation bien connue, enfin, celle qu'on a vue avec, justement, le quête généralisé P. Vous vous rappelez ce quête généralisé? C'était quoi? C'était, on a vu que si on regardait sa composante suivant x, hein, c'est-à-dire si on regarde la fonction à laquelle ça correspond, on trouvait 1 sur, enfin, on avait trouvé 1 sur racine de pi h bar, e puissance i px sur h bar. Hein, et donc, si on écrit p égale h bar k, hein, donc ça ici, là, c'est e puissance i kx. Exactement ça. Et puis ça, du coup, ça c'est e puissance moins i kx, enfin, donc c'est pareil avec le p, P négatif, p dans l'autre sens.
Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Ben, on voit plusieurs choses importantes, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la solution générale pour une particule libre d'énergie E, puisqu'on regarde les fonctions propres du Hamiltonien, donc des états qui ont une valeur bien définie de E, enfin du Hamiltonien de H, c'est-à-dire qui est l'énergie E, vous voyez que la solution générale, solution de l'équation de Schrödinger, ça ne peut pas être autre chose, c'est une combinaison de la fonction P comme ça, et de la fonction, donc ça, si vous voulez, c'est P, enfin, fois un certain multiple, enfin, fois A, fois ça, là, racine de 2pi h bar A, donc, enfin, c'est A', voilà, plus B' moins P. Évidemment, si vous, enfin, B' pourrait être 0, donc ça, c'est fonction propre. Le P, il est état propre. Ça aussi, il est état propre. Et puis, du coup, toutes les combinaisons sont état propre, puisque si vous avez deux vecteurs propres pour la même valeur propre, vous faites les combinaisons que vous voulez, ça reste un état propre pour la même valeur propre. Donc, on reconnaît, en fait, dans la solution générale, que les états propres du Hamiltonien, bah, c'est les P, avec P positif ou négatif, enfin, voilà. Et si vous voulez un état propre pour la valeur propre E, alors, ça va être les états propres P ou moins P, avec P qui vaut h bar k, mais on a vu que E, mais E c'est h bar carré K2 sur 2m. Enfin, j'ai défini K comme ça. Donc, juste, j'oublie pas ce que vaut K. Et ça, et h bar k c'est P. Donc E égale P2 sur 2m. Ah, quelle surprise! Bah oui, on le savait depuis le début que les états propres du Hamiltonien, qui est H égale P2 sur 2m, ça allait être les états propres de P. D'accord? Si vous avez un état propre de P, oui, il est état propre de H aussi. Bien sûr. D'accord? Alors en fait, alors c'est pour ça que là, vous avez ça et ça, parce que P carré reste le même si vous avez un état propre. Enfin, cet état propre, cet état est vecteur propre de P pour la valeur propre plus P, celui-là moins P. Donc, cette combinaison, ça, ce n'est pas état propre de P. Mais c'est état propre de P2, puisque pour P, ils n'ont pas la même valeur propre, mais pour P2, oui. Petit P carré. Hein, donc, évidemment, enfin, vous voyez, avec là, j'ai fait semblant d'être ignorant, et j'ai fait semblant que vous l'étiez aussi, ce qui n'est pas le cas, n'est-ce pas? D'autant que ça, vous l'avez déjà vu, je pense. Et donc, j'ai simplement écrit l'équation Schrödinger et je l'ai résolue. Je l'ai fait parce qu'après, c'est ce qu'on va faire. Mais là, dans ce cas particulier, ça sautait, on savait, enfin, il suffisait de regarder ça pour dire, bah oui, je connais les états propres, c'est ceux de P, avec la valeur propre plus P ou moins P, tel que E égale P2 sur 2m, ça se voit là. Et comme d'après ce qu'on a fait avant, on savait déjà ce que c'est que l'état propre, que la fonction P ici, c'est ça, on aurait pu directement écrire ça. Mais j'ai tenu malgré tout à simplement écrire l'équation et la résoudre, parce que c'est bien ça la situation. Et après, quand on va écrire plus V, quand on aura un plus V ici, qu'on sera plus dans la particule libre, bah, on n'aura pas d'autre choix d'écrire l'équation et de la résoudre. Hein. Donc voilà, c'est la même procédure que j'ai appliquée ici, mais on est content de retrouver que bien évidemment, la solution de cette équation-là, c'est ces états-là. Donc, là, quand je disais, oui, mais en fait, on ne peut pas le normer, bah oui, et on retombe sur le fait qu'on le savait déjà qu'on ne peut pas normer. Les états propres de P ne sont pas des états du système. En fait, ce ne sont pas des états possibles du système. Mais on peut reconstruire tous les états possibles à partir, voilà. Puis on peut s'approcher d'aussi près qu'on veut. Bon, c'est le concept de base généralisée dont j'ai déjà parlé. Donc, on trouve ça. Ok, c'est pas une fonction de carré sommable, mais enfin, elle est ce qu'elle est, on voit ce qu'elle vaut, et on sait néanmoins comment ça évolue, comment la faire évoluer dans le temps,
Et du coup, si on a une fonction qui est développée sur cette base d'état propre, on saura comment la faire évoluer dans le temps. C'est ce que j'ai rappelé avant pour les états stationnaires. Alors, cette solution particulière, qui est simplissime, on l'appelle souvent solution onde plane. Alors, je ne sais pas si c'est un abus de langage ou pas, mais en tout cas, ça dit bien ce que ça veut dire quand même, au sens où, solution onde plane, au sens où si maintenant on rajoute la partie temporelle de cette fonction, donc on a une fonction d'onde, alors encore une fois, c'est une fonction d'onde généralisée, puisqu'elle n'est pas normalisable, etc., mais enfin, elle vaut ce qu'elle vaut. Si on rajoute la partie temporelle, celle qu'on avait éliminée pour écrire cette équation de Schrödinger indépendante du temps, c'est-à-dire qu'on obtient, ça c'est phi, maintenant on va obtenir psi de E, psi indice E de x et de t. Vous rappelez que c'est donc phi indice E, la partie temporelle spatiale qu'on vient de résoudre, fois le f de t qu'on a vu. Et le f de t, c'était donc E puissance moins i oméga t, ou oméga, c'est E sur h bar, vous vous rappelez, hein? Alors, ça donne quoi? Si je le mets là, vous voyez, j'efface ça, je pense que vous avez compris, ça aussi, on l'a déjà, ok? Je me remets là. Et donc, je vois qu'en fait, la solution globale, pas juste sa partie spatiale, mais la solution globale avec son évolution temporelle en prime, eh bien, c'est grand A E puissance I kx moins oméga t, premier terme, plus B E puissance moins I kx plus oméga t du coup, hein, puisque le moins est déjà là. Je mets le moins en facteur. Donc voilà la solution. Et ça, bien sûr, ça vous rappelle ici une onde plane. Enfin, ça c'est en représentation complexe. Hein, A et B sont complexes. Enfin, évidemment, hein, c'est des fonctions d'onde à valeur dans C. Mais vous avez l'habitude quand vous traitez les ondes, que ce soit enfin, ça peut être je sais pas, les ondes électromagnétiques ou les ondes, je sais pas, des ondes électriques dans un câble ou n'importe quoi. Enfin, toutes les ondes que vous avez trouvées, on peut passer en représentation complexe. Là, elle est naturelle, la représentation complexe, puisque la fonction d'onde est complexe. Donc, mais vous reconnaissez ici, évidemment, une onde plane progressive monochromatique, hein, avec une seule longueur d'onde, ici, de pi sur k égale de pi sur lambda, ou une seule fréquence, oméga égale de pi nu. Hein. Onde plane progressive monochromatique, dans quel sens se déplace-t-elle? Eh bien, vers les x croissants, ici. Hein, avec le kx moins oméga t. Pourquoi croissant? Bah parce que vous obtenez la même chose. Le kx moins oméga t est le même si t augmente. Donc, si vous regardez plus tard, vous aurez la même chose à condition d'être en x plus grand. Parce que si t augmente, vous enlevez des plus, et donc il faut être plus loin. Donc, vous allez obtenir la même chose que ce que vous avez en x et t. Vous allez obtenir la même chose plus tard, mais plus à droite, pour x plus grand. Donc, voilà une onde plane monochromatique progressive vers les x croissants. Et puis ça, c'est exactement pareil. Là, si vous allez plus loin, dans le temps, enfin, donc plus tard, si vous voulez avoir la même phase, il faut, donc si vous augmentez ça, il faut diminuer ça, donc il faut aller vers les x décroissants. Donc ça, c'est une onde plane progressive monochromatique vers les x décroissants. Donc voilà, on est dans un espace à une dimension, et cette solution-là, donc qui est en fait le P, mais avec la partie temporelle, correspond à une onde qui se déplace comme ça, et celle-là correspond à une onde qui va dans l'autre sens. Et évidemment, la solution générale, c'est une combinaison linéaire quelconque de ces deux-là. Alors si vous faites exactement ça plus ça avec la même amplitude, bah, ça vous fait une onde stationnaire. Bah oui, parce que ça va vous donner, si ça c'est la même amplitude, ça va vous donner 2 fois le cos de x. Hein, donc, et ça va osciller dans le temps, mais en chaque x, l'amplitude elle est donnée par le cos de kx. D'accord. Donc il y a des nœuds, des ventres. Enfin, vous connaissez ça très bien.
Maintenant, si vous prenez B qui vaut moins A, why not, eh bien, ça va vous donner sinus, et donc vous aurez aussi des nœuds, des ventes juste décalés de la moitié de la longueur d'onde, et puis ça va osciller dedans. Bref, donc c'est bien, voilà pourquoi on parle de solution d'onde plane. En fait, P tout court, là, alors ça c'est pas l'onde plane, ça c'est de l'onde plane, ça aussi, hein, donc en fait chaque P, enfin P peut être négatif là, chaque P correspond en fait à une solution onde plane d'une particule libre. Hein. Alors sauf que voilà, l'onde plane, elle n'existe pas vraiment dans la réalité physique, parce que ça c'est pas une fonction de carré sommable, mais c'est vrai pour les ondes planes, quelles que soient les ondes. C'est pas propre à la physique quantique, cette difficulté. C'est que quand on dit qu'on a une onde plane, ça veut dire qu'elle est infinie dans l'espace, infinie et infinie. Bon, c'est jamais infini. On l'approxime localement par un truc, et voilà, si les dimensions si les dimensions, si vous voulez, transverses sont grandes devant la longueur d'onde, bah, vu à l'échelle de l'onde pertinente, elle est comme si elle était infinie, mais évidemment, elle n'est pas infinie. Et pareil, dans le temps, l'onde plane qu'on écrit comme ça, quel que soit t, depuis moins l'infini des temps jusqu'à plus l'infini des temps, bah, c'est jamais comme ça. D'ailleurs, vous ne pourriez jamais émettre une onde comme ça, parce que pour l'émettre, il faut bien que ça commence à un moment. Elle n'y était pas, puis maintenant vous la faites exister. Si vous la faites exister, il n'y a aucune chance qu'elle soit comme ça, puisque ça ne peut pas être vrai pour t plus petit que 0. Donc, voilà. On tombe sur... En fait, c'est la même problématique. Quand on parle d'une onde plane monochromatique, progressive, je ne sais pas, quand on fait de l'électromagnétisme, ou n'importe quoi, hein, ou des ondes sur la surface de la mer, n'importe quoi, ce que vous voulez, c'est toujours une idéalisation d'une situation qui, en vrai, ne peut pas se manifester complètement, puisque ça ne peut pas exister sur l'infini de l'espace et sur l'infini du temps. Donc, voilà aussi pourquoi c'est pas gênant de travailler avec des quêtes comme ça, avec des fonctions comme ça. Ok, c'est pas des vrais états physiques, mais c'est pas grave. On peut s'en servir pour fabriquer, du coup, ce qu'on appelle des paquets d'ondes. C'est-à-dire que ça, ok, c'est pas une fonction réellement physique, mais vous pouvez, comme on l'a rappelé dans la première vidéo, vous pouvez toujours écrire psi comme la somme de psi tilde de P, P dP, pour P égale moins l'infini à plus l'infini. Hein, donc vous avez une superposition de choses comme ça. Et cette superposition, elle, vous pouvez la normer. Hein, il suffit que cette fonction-là soit un truc qui... Donc vous avez des composantes sur un certain P, puis sur un autre P, puis un truc large, etc. Mais à l'infini, ça tend vers 0. Hein, de façon à ce que justement la norme existe. Du coup, elle peut être égale à 1 si vous divisez par la valeur de cette intégrale. Enfin, du module au carré, enfin bref. Voilà. Hein. Donc, vous voyez, vraiment, je pense que c'est important de prendre ce recul-là et de voir que, oui, bien sûr, P, c'est pas un vrai état, mais on peut écrire tous les états là-dessus, de la même façon que, oui, les ondes planes monochromatiques, ça, depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini, ça n'existe pas. Mais on peut écrire toutes les vraies fonctions, toutes les ondes qu'on émet du matin au soir, on peut les développer sur la base de ces modes propres, en fait, sur la base de ces ondes planes, enfin, qui constituent une base sur laquelle on peut développer n'importe quelle vraie fonction. Donc c'est exactement la même chose. Hein. Il n'y a pas de mystère plus profond que ça dans ces objets-là. Voilà. Donc, ça a un sens de parler de solutions en ondes planes pour se référer à ça. Hein. Et donc ça, alors, pour parler d'ondes, normalement, il faudrait qu'il y ait la composante temporelle, mais il faut l'avoir en tête, toujours dans un coin de sa tête, que oui, il y a le temps derrière, parce que si on a une fonction propre à l'énergie E, il y a toujours un E puissance moins I E de T sur H bar, c'est-à-dire moins I oméga T, qui est là de toute façon, qui est là parce que c'est un état propre d'énergie E. Donc oui, ça a un sens de parler pour ça d'une onde plane, et celle-ci va dans le sens des x croissants, et celle-ci va dans le sens des x décroissants. Avec, du coup, avec une longueur d'onde ici, lambda égale 2pi sur k, enfin comme d'habitude. Hein. Et donc k, c'est, enfin rappelez-vous que p, c'est h bar k. Donc on a une notion ici d'impulsion. Alors on va voir comment elle se manifeste, et ça, c'est l'autre point vraiment capital
que je voulais traiter dans la partie particules libres. Juste avant d'y aller, j'ai dit si c'est strictement positif, si c'est strictement négatif. Évidemment, si c'est égal à 0, si ça vaut 0, la solution de ça, on connaît. Hein. Donc phi 0 de x, ce serait à x plus b. Voilà. D'accord, si ça vaut 0, ok. Bon. Enfin, ce cas-là, il n'est pas fascinant. D'autant que, voilà, ça va diverger en plus l'infini et en moins l'infini. Donc pour une solution utile, de toute façon, ça doit être égal à 0. Donc ça, c'est juste une constante. Donc si E égale 0, c'est juste une constante. Bon, ok, oublions cette constante. D'abord, si on veut la normaliser, cette constante doit être nulle. Donc en fait, il n'y a pas de solution. Enfin, bon, de toute façon, c'est un cas limite qui n'a pas d'intérêt. E, c'est jamais pile exactement. Enfin, égal au potentiel. Bon, je ferai une autre remarque dans un instant. Donc, je termine juste ça. On a dit que ça, ok, on ne peut pas le normaliser, mais pour la même raison qu'on ne peut pas normaliser P, parce que de toute façon c'est P, enfin, P plus moins P, ou qu'on ne peut pas normaliser une onde plane, parce qu'elle existe dans tout l'espace. Oui, c'est une autre chose que je n'ai pas dit, c'est une onde plane monochromatique qui serait vraiment une onde plane distribuée partout. Admettons même qu'on puisse la faire, qu'elle existe depuis moins l'infini du temps jusqu'à plus l'infini du temps. On oublie le Big Bang, qui a un début au temps, etc. Bon. Imaginons, si vous calculez l'énergie de cette onde, justement, comme elle s'étend partout, elle est infinie. Donc, de toute façon, ce n'est pas physique non plus. Hein. Et là, c'est la même chose. Hein. Bon, alors, donc ça, ok, vous ne pouvez pas la normer, mais c'est normal, ça reste quand même une solution correcte. Ça, vous ne pouvez pas le normer, mais pour une raison bien plus profonde, qui est que la fonction elle-même diverge. Donc ça, ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique du tout. Là, à partir de ça, vous ne pouvez pas fabriquer des fonctions physiques, puisque quelle que soit la façon dont vous y prenez, de toute façon, c'est-à-dire même si vous modulez ça par un petit tilde de P ici, mais qui soit une vraie fonction d'onde, enfin sa transformée de Fourier, donc de carré sommable, là, ça diverge. Donc, c'est pas possible. Hein. Donc, ça, c'est important. Une particule libre comme ça ne peut pas avoir de solution à E négatif. Voilà. On ne peut pas avoir une énergie plus basse que 0. On le voit là. Mais c'est un résultat physique important. D'accord ? Ça n'existe pas. On peut avoir des états du système avec E positif. On ne peut pas avoir des états du système avec E négatif. Mais juste parce que, voilà, il n'y a pas d'état qui... Voilà. OK ? Ça, c'est très important. Enfin, oui. Sauf... Et c'est là qu'on va venir maintenant au potentiel spécifique, sauf si, en fait, le domaine dans lequel on écrit cette équation, qui là, implicitement, va de moins infini à plus infini, particule libre, y compris d'aller à l'autre bout de l'univers, donc sauf si cette équation n'est valable que dans certaines limites, et que il n'est pas possible d'aller en x égale moins l'infini ou en x égale plus l'infini. Et on voit tout de suite arriver le cas qu'on va traiter maintenant, qui est le cas où vous avez ce qu'on appelle un puits de potentiel, où vous avez donc, si vous voulez, un potentiel comme ça. Donc je représente V en fonction de la position, j'ai toujours une dimension. Vous avez V qui vaut 0, je vais le faire en rouge. V vaut 0. Et puis là, c'est borné, quoi. Éventuellement, voilà, après, ça vaut autre chose ici, par exemple. Alors, dans cette partie-là, où V vaut 0, l'équation, elle est celle-là. Et du coup, vous pouvez... Alors, en fait, je vais le faire dans l'autre sens. Je ferai la boîte après. Je vais faire... Ah. Ouais. Oui, parce que l'énergie est définie à une constante près. Je vais vous le montrer tout de suite. Enfin, vous le savez déjà, mais je vais vous montrer comment ça s'exprime en physique quantique. Donc, je vais le faire dans ce sens-là, plutôt. Je vais dire que j'ai 0 là, et puis là, j'ai moins V0. Enfin, j'ai un truc moins... Enfin, moins, je sais pas, moins... U0.
V égale moins U0 ici. Donc, dans cette partie-là, en fait, donc V vaut 0, dans cette partie-là, V vaut 0. Donc, j'ai cette équation-là. Question, est-ce que je peux avoir, pour ce système-là, est-ce que mon système peut avoir une énergie négative? Est-ce qu'il existe des fonctions propres du Hamiltonien avec une énergie négative? Si on regarde ça, on se dit, ben non, c'est ce qu'on vient de voir, parce que ça va diverger en plus infini et moins infini. Oui, mais sur cette partie-là, je ne peux pas aller jusqu'à moins l'infini. Mais, donc, le terme qui diverge en moins l'infini, ah, celui-là, il n'est pas là. Mais celui-là, j'ai très bien le droit d'avoir un terme ici, dans cette partie-là. Parce que lui, ok, il divergerait en x égale plus l'infini, tend vers plus l'infini. Mais, sauf que là, on ne tend pas vers plus l'infini. Donc là, il est parfaitement possible d'avoir dans cette partie de l'espace une fonction d'onde qui a une forme en puissance, enfin, en exponentielle, comme ça, croissante. D'accord? Comme ça. Je peux avoir une fonction d'onde qui fait ça, qui croît là. Évidemment, là, après, c'est une autre équation. Donc là, je peux avoir je ne sais pas quoi. Et puis, dans cette partie-là, c'est pareil, V égale 0. Donc ça, c'est après, enfin, si E est négatif, voilà quelle va être la solution. Alors ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ça divergerait à l'infini. Par contre, cette partie qui diverge en moins l'infini, c'est pas grave puisque je ne vais pas jusqu'à moins l'infini. Donc là, je peux avoir une exponentielle décroissante ici, hein, celle-là, jusqu'à l'infini. Et du coup, j'ai une fonction d'onde possible. Donc vous voyez que ça me dit qu'une particule libre soumise à un potentiel nul ne peut pas avoir une énergie négative, ça n'existe pas. Mais si le potentiel nul ne s'étend pas sur tout l'espace, et donc la particule est confinée, par exemple, typiquement ici, elle va être confinée, on peut avoir une énergie négative, et ça n'empêche pas que, enfin oui, voilà, ça n'empêche pas qu'il y ait une partie de la fonction d'onde qui se trouve ici dans la région où, s'il n'y avait que cette région-là, elle n'existerait pas, parce que l'énergie serait inférieure à 0, ça, c'est pas possible. Je ne sais pas si c'est très clair. Je l'ai sans doute pas très bien dit, mais on va traiter le puits de potentiel et on verra très bien de quoi il s'agit. Donc, en tout cas, ça nous dit une particule libre, tout court, ne peut pas avoir une énergie, enfin, plus petite que la valeur du potentiel, parce que c'est défini à une constante près. Donc, si le potentiel, c'est 0, il ne peut pas y avoir une particule libre d'énergie négative. Et si elle n'est pas libre, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel, alors là, attention, tout redevient ouvert. Et on va donc voir comment ça fonctionne dans ce cas-là. Ok, dernier point pour finir cette partie sur la particule libre. On va calculer, donc pour nos solutions ondes planes, parce qu'on a vu maintenant qu'on pouvait les appeler comme ça et on comprend pourquoi, on va calculer le courant de densité, de probabilité de présence ou de révélation en un point X, la chose dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Donc vous rappelez ce J qui est le J qui permet d'écrire une équation de continuité locale, enfin équation de continuité, ou on dit équation de conservation locale de la masse, de l'énergie, de la charge, et là, de la probabilité de présence, avec ce ρ ici, donc dans ce cas particulier, qui vaut module de psi au carré. Donc le J en question, vous vous souvenez, on l'a retrouvé dans la première vidéo, c'est la partie réelle de IH bar sur M, psi, nabla, psi. Alors je remets les vecteurs là, nabla, psi étoile. Parce qu'on peut traiter ça à 3 dimensions, tout aussi bien tant qu'on y est, parce que du coup ça va être un résultat général. C'est pas plus compliqué en l'occurrence. Enfin, vous pouvez si vous le faites à une dimension, c'est juste d sur dx ici. C'est pareil. Alors voyons ce que ça donne justement pour une solution onde plane. C'est très intéressant. Donc on a vu nos solutions onde plane, c'est des P comme ça. Donc ça donne, alors il y a 1 sur racine de 2pi h bar, enfin si je regarde la position, enfin la composante en R de cette onde plane là, ça me donne ça, donc E puissance I, P scalaire R,
sur h bar. Voilà. Et puis, donc, si on remet la partie temporelle, E puissance, enfin, je peux écrire là, moins I oméga t, enfin, moins oméga t, ou moins E t sur h bar. Enfin, il y a la partie temporelle, si on veut, qui est sous-jacente. Je sais pas. Je vais la laisser à part, on verra ce qu'on en fait. Enfin, c'est pour ça qu'on peut parler d'onde plane, au sens, comme s'il y avait un truc qui se propage. Même si, et ça c'est important quand même, même si, si vous regardez donc le module au carré de ce truc-là, c'est 1 sur... Ah, pardon, excusez-moi, si je suis à 3 dimensions, c'est ça puissance 3,5. Hein. Il y a, dans la transformée de Fourier, il y a 1 sur racine de 2pi sur chaque axe, enfin sur chaque variable, hein, bien sûr. Bon, ok. Donc là, ça va me donner, si je le mets au carré, ça va me donner ça. Donc voilà le module. Alors évidemment, si je l'intègre sur tout l'espace, ça diverge, on l'a commenté juste avant. Mais ce que vous voyez, c'est que ça, c'est indépendant de R. Quel que soit R, hein, le module de psi du quai P au point R, au carré, ça vaut une constante. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une onde plane, elle se propage dans un certain vecteur d'onde, K, hein, justement, depuis sur lambda fois la direction de propagation. Vous pouvez associer une impulsion avec, enfin, c'est le cas ici, P égale H bar K. Mais n'empêche qu'en chaque point, il y a toujours la même amplitude de l'onde. Ben oui, c'est une modulation, mais l'amplitude, en représentation complexe, le module au carré, il est toujours le même. Mais ça rejoint ce que je disais avant, c'est que cette onde plane, elle existe 2 moins l'infini, 1 plus l'infini, donc il y a quelque chose qui se déplace, mais ce qui est chassé ici est remplacé par la même chose, en termes de densité d'énergie, par exemple pour une onde plane monochromatique. Hein. Le champ E, il est toujours le même, alors il va tourner si c'est polarisé circulairement, par exemple, mais son module au carré est le même. Donc une onde plane qui serait vraiment, si elle existait en vrai, bah, c'est assez génial, parce que c'est quelque chose qui se déplace, mais si vous regardez, vous ne voyez rien. Au sens où, enfin, il n'y a rien qui change puisque c'est remplacé par la même chose. Hein, c'est en ce sens-là où c'est juste une phase qui évolue, mais en chaque point, c'est la même situation physique. Alors vous me direz, oui, mais le champ, il oscille. Oui, oui, d'accord. Mais l'énergie, enfin, en l'occurrence, pour une onde électromagnétique, si c'est ça que vous avez en tête, c'est que le champ E est remplacé par le champ B, d'accord, qui est en hein, d'accord, ça se suit. Enfin, la densité d'énergie, elle est constante. Elle est constante, néanmoins, il y a une quantité de mouvement que vous pouvez associer. Hein, si on a l'image des photons, bah, chaque photon a une énergie et une quantité de mouvement. Hein, P égale E fois... enfin, E, l'énergie, c'est P, la quantité de mouvement, fois C. Bref, je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez vu les ondes électromagnétiques. Enfin, si vous les avez vues, ce que je dis là, je pense, vous parle. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que, justement, on va chercher, est-ce qu'il y a une vitesse, est-ce qu'il y a bien une notion de quantité de mouvement, est-ce qu'il y a bien un truc qui se propage là-dedans? Et c'est là où intervient le vecteur densité de courant. Parce que oui, vous pouvez avoir, mais d'ailleurs c'est comme dans un cours d'eau, vous pouvez y avoir du courant, mais le fleuve, l'eau qui est partie, elle est remplacée par de l'eau. Donc ça n'empêche pas qu'il y ait un courant, mais à chaque instant, en chaque point, bah, il y a la même densité d'eau, etc. D'accord, hein? Donc c'est important d'avoir ça en tête. Donc, il n'est pas absurde de s'interroger sur l'existence d'un courant, bien que ce soit un état stationnaire. C'est un état stationnaire, mais cet état stationnaire est associé à une certaine valeur de l'énergie et de la quantité de mouvement, puisqu'en l'occurrence, pour cette particule libre, les états propres de P sont les états propres de H, sont aussi états propres de H, puisque H égale P2 sur 2M. Bien, alors, bah, juste calculons. Psi... donc je suis en représentation R, hein, là, donc psi, enfin là je prends le psi pour ce psi p là, ce psi là. Hein. Donc je fais ça fois son gradient. Alors son gradient c'est
d de ça sur dr. Alors, hein, le gradient, alors le gradient de psi étoile, donc le gradient de psi étoile, là, dans ce cas-là, ça va être, alors, 1 sur 2pi h bar e puissance 3,5. Alors le psi étoile, c'est e puissance moins i p scalaire r sur h bar, bon, ok. Plus la partie temporelle, enfin du coup plus, machin, je ne m'intéresse pas à la partie temporelle, puisque de toute façon, j'aurai psi bar, le module au carré de la partie temporelle, ça sera 1 tout le temps, ça restera 1, donc voilà. Donc peu importe la partie temporelle. Donc ça c'est psi étoile, et si je prends son gradient, ben, je dérive ça par rapport à R, hein, ça me fait sortir P. Enfin, si vous voulez, vous regardez sur chaque composante UX, vous dérivez par rapport à X, ça fait sortir PX, pareil PY sur la composante Y, etc. Donc finalement, ça donne ça, et puis l'exponentielle, ça fait sortir le P, puis ça laisse l'exponentielle. Donc ça fait exactement, ben, si vous regardez, ça fait exactement ça, mais moins I, alors, je vais le faire à côté, donc là on a fois moins IP sur H bar. Hein, d'accord? Pour le dire un peu rapidement, vous dérivez par rapport à R, quoi. Hein, d'accord? Donc ça fait sortir moins IP sur H bar. C'est pas une flèche, là, c'est H bar, pardon. Ok. Bon, voilà ce que ça vaut. Et maintenant, si vous multipliez par psi, c'est-à-dire ça, donc ça fait ça fois ça. Alors du coup, le préfacteur, il passe au cube. Et puis j'ai ça fois E puissance, ben, fois lui, IP scalaire R sur H bar. Et ça fois ça, c'est juste complexe conjugué. Hein, donc ça fois ça fait 1. Donc je peux l'oublier, enfin dans le produit je peux l'oublier. Et donc ça me donne moins IP sur H bar, facteur de 2pi H bar cube. Mais attention, J, c'est la partie réelle de I H bar sur M fois ça. Alors, donc, si je fais ça, si je fais I H bar sur M, enfin, bon, bref. Bon, je vais faire J, c'est donc la partie réelle de I H bar sur M fois ça. I fois moins I, ça fait 1. H bar sur H bar, ça fait 1. Et donc, il me reste P sur M de pi H bar cube. La partie réelle de ça, bah, ça tombe bien, c'est réel. Donc la partie réelle de ça, c'est ça. Et donc voilà ce que j'obtiens. Waouh, c'est génial ça. Parce que ce 2pi H bar cube, c'est quoi? Bah, c'est justement la densité locale. Et donc ça, vous voyez que vous avez J, si je rappelle ça ρ, comme je l'ai appelé ici, G, bah, j'ai ρ P sur M. Bah, c'est extraordinaire, parce que ça, c'est bien ρ V, en fait. Hein, en équivalence classique, hein, vous vous rappelez le théorème de Rundfest, là, quand on prend la moyenne des valeurs. Donc, hein, on obtient que D moyenne de R sur dt, c'est moyenne de P sur M. Bah, donc, la vitesse, enfin, P, c'est MV. Bah oui, on retrouve, quoi. C'est la même physique, c'est plutôt la physique classique qui dérive de ça. Et donc, on retrouve que J, c'est bien ρV. Et que donc, effectivement, donc, ou ρP sur M, et que donc, effectivement, l'onde plane en question, qui a une densité constante partout, il y a quand même un courant, et ce courant, il est bien associé à une vitesse, hein, puisque J égale ρV standard, quoi, comme pour le courant électrique ou n'importe quoi. Vous voyez que la vitesse en question, c'est bien P sur M, c'est-à-dire que la solution onde plane avec la solution onde plane, celle-là, la P, celle-là, correspond bien à une quantité de mouvement, à une impulsion, MV. D'accord? Donc, c'est vraiment une onde, une onde de probabilité de présence, hein, qui se déplace à la vitesse V égale P sur M quand elle est caractérisée par P comme ça. Voilà. Donc il y a quand même, il y a vraiment un sens à parler d'onde plane si on se souvient de toutes les remarques que j'ai faites pour ne pas se faire induire trop en erreur, mais voilà.
Donc ça, je tenais à vous le montrer. Donc on a fini là la partie, donc, enfin, le premier exemple, particules libres. Alors ça, je ne sais pas si vous l'aviez traité en détail comme je l'ai fait là. Enfin, on pourrait peut-être en dire encore des choses, mais enfin, grosso modo, on a balayé un peu l'ensemble. Je ne sais pas si vous l'aviez traité comme ça. Si c'est le cas, bah, c'est juste un rappel. Et donc maintenant, alors du coup, je vais peut-être faire pause et pour séparer les vidéos. Et donc maintenant, je vais continuer et je vais traiter le cas du potentiel, enfin, d'un puits de potentiel. Et je vais discuter au passage la question de la continuité de la fonction d'onde. Là, la question ne se pose pas. On a notre espace qui va de moins l'infini à plus l'infini. La fonction d'onde, elle est évidemment continue. Sa dérivée est continue. Enfin, on le voit. Parce que tout en physique est continu. Je vais traiter maintenant le cas d'une boîte, si vous voulez, avec des discontinuités de potentiel. Et évidemment, quand on introduit une discontinuité dans la modélisation d'un problème, la question c'est est-ce que ça introduit une discontinuité dans la solution physique? Ce qui ne serait pas scandaleux, puisque effectivement, c'est notre modélisation qui introduit une discontinuité qui, en physique, n'est jamais vraiment discontinue. Mais si vous avez un potentiel qui décroît très vite là, puis qui remonte très vite là, bon, ça a un sens pour simplifier le problème de dire bah, faisons comme si c'était vraiment discontinu. Mais alors du coup, peut-être que la solution physique qui, elle, est continue, va cesser d'être continue dans cette modélisation. Alors ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, non, elle reste continue, et donc c'est bien de le comprendre. Et non seulement elle est continue, mais ce qu'on va montrer, c'est que sa dérivée elle-même est continue. Et en montrant que sa dérivée est continue, on verra que si par contre la boîte était infinie, c'est-à-dire si les murs ici montaient jusqu'à l'infini, alors la dérivée ne serait plus continue, et donc on va le montrer explicitement. Voilà. Donc je vais faire ça dans la prochaine vidéo. Je vais faire une petite pause en ce qui me concerne, et donc à tout de suite pour la suite et fin, ou peut-être, de se rappeler, ça finit jamais, vous savez bien. Bon, à tout de suite.